Mesdames et messieurs, lorsqu'on évoque la résistance des Juifs étrangers en France, c'est d'abord au FTP-MOI que l'on pense, et pour de bonnes raisons. 3 Juifs ont été d'emblée à la tête du triangle de direction de la MOI lors de son entrée en résistance, et les milieux juifs avaient été les premiers à s'organiser. Les Juifs y constituaient le 2e détachement FTP-MOI. Ils étaient majoritaires dans le groupe roumain et le 4e, le groupe des dérailleurs. Leur présence n'était pas négligeable dans les groupes hongrois et polonais. Le groupe de femmes qui, dans le cadre du travail allemand, tentait d'éclairer les soldats allemands sur la nature du régime nazi, était donc composé à la quasi-totalité de juives allemandes et autrichiennes. Je pourrais continuer cette liste. Ils furent aussi les auteurs des actions militaires les plus osées, égalés seulement par le groupe italien après des chutes successives. 7 résistants sur les 10 portraits qui figurent sur l'affiche rouge sont juifs. Le prix payé pour toutes ces actions fut douloureux. Les brigades spéciales veillèrent à ce qu'il le soit. Mais on retrouve les Juifs issus de l'immigration dans bien d'autres branches de la résistance. Avant la guerre, ils étaient insérés en France dans un réseau d'organisations sociales et culturelles politiques. Ces différentes structures s'étaient constituées pour aider les nouveaux arrivants à trouver leur marque dans un pays dont ils ne connaissaient ni la langue ni les us et coutumes. Ainsi des Landsmannschaften qui regroupaient les Juifs selon les villes dont ils étaient originaires. D'autres s'inscrivaient dans la continuité d'une organisation mère située ailleurs, ainsi du Bund, l'organisation des socialistes juifs, née en Russie, dont le cœur se trouvait en Pologne, mais qui entretenait des rapports étroits avec la SFIO. D'autres encore, originaires de l'Est de l'Europe, s'étaient spécialisés dans un secteur d'aide sociale et servaient parfois d'intermédiaires entre la population immigrée et la société française, ainsi de l'organisation de secours aux enfants, l'OSE. Et d'autres, enfin, étaient l'émanation d'un parti politique français. C'était le cas des militants juifs de l'un des groupes de langue de la MOI. Un monde les séparait les uns des autres. Mais pour tous, et ça c'est important à souligner, l'activité sociale était inséparable d'une identité culturelle et ne se concevait pas sans engagement politique. Le rôle des communistes juifs immigrés dans la résistance fut prédominant, et pas seulement en termes d'actions armées. Mais il y eut aussi des sionistes pour lesquels protéger les persécutés en les organisant clandestinement dans la perspective d'un avenir où ils seraient les maîtres de leur destin était prioritaire. Il y avait les bundistes qui, en plein Paris occupé, organisaient une célébration du 1er mai dans leur cantine en présence de 150 personnes. À l'intérieur du comité Almulo à Paris, ou en zone sud grâce aux diverses organisations qu'ils créèrent, les uns et les autres ont mis la priorité sur l'action sociale en milieu juif pour répondre aux besoins croissants de juifs paupérisés ou internés dans les camps, puis consacrer leurs efforts au sauvetage lorsqu'est venu le temps des rafles et des déportations. Pour les communistes, en revanche, la priorité a été d'emblée politique, même si leur action sociale et de sauvetage fut loin d'être négligeable. Il serait totalement illusoire de tenter en quelques minutes, ne serait-ce qu'un survol des multiples facettes de cette activité résistante. Je me contenterai donc de 3 brefs coups de projecteur concernant des aspects peut-être moins connus et qui concernent plus particulièrement les communistes. 1. La polyvalence identitaire des intéressés. 2. La porosité entre les différents secteurs d'activité. Et 3. Le rôle spécifique de la presse clandestine. Une polyvalence identitaire me paraît être indissociable de la diversité incomparable des activités résistantes en milieu juif immigré, notamment parmi les communistes. Milieu juif immigré plutôt que juif étranger, car de fait, la rue juive était composée d'immigrés de différentes générations. Certains étaient français, d'autres non. Un véritable mélange identitaire s'y opérait, accru encore par la diversité des origines géographiques. Je précise d'emblée, et cela a été dit, que l'entrée en résistance des Juifs, immigrés ou pas, communistes ou pas, était éminemment patriotique. Antifascistes de la première heure, ils s'étaient présentés en masse pour défendre la France lors de la mobilisation. Ils s'engageaient pour sa libération d'un joug qui leur était doublement odieux, qu'elle soit leur patrie de naissance ou celle dans laquelle ils rêvaient de s'intégrer. Le passage à la résistance n'était pas différent. Je cite
Quand mon frère Jean et son camarade Charles Mitzflicker ont accompli leur héroïque action à Paris en plein jour, Radio Moscou et Radio Londres ont glorifié l'acte patriotique des FTP français. Nous en avons été fiers pour la résistance française. C'est ce qu'écrit dans ses souvenirs inédits Stéphane Kurnik-Lamberger, qui, comme ses 3 frères et son mari, s'était engagé dans la résistance communiste. Patriotes français, donc, liés aussi à la culture de leur pays d'origine, où ils étaient pourtant perçus d'abord comme juifs. Mais pas uniquement, car si l'adhésion au communisme de nombreux juifs victimes de l'antisémitisme en Roumanie, en Pologne ou ailleurs s'accompagnait d'un internationalisme profond, aucune magie n'était en mesure de gommer la culture familiale dans laquelle ils avaient baigné. Je cite, « Les grandes fêtes juives rythmaient notre vie quotidienne. » C'est Boris Alban qui écrit ça, le chef militaire des FTP Moy de Paris. Ces rituels s'harmonisaient sans contradiction avec la prévalence de l'ambiance russe qui régnait dans sa famille, et ceci dans la partie de la Bessarabie ukrainienne qui devint roumaine en 1919. Par ailleurs, si l'organisation en groupe de langue ne manquait pas de logique pour les groupes italiens ou espagnols, le groupe juif constitué autour du yiddish ne pouvait concerner l'ensemble des juifs originaires d'Europe centrale et orientale. Le passage de militants juifs était courant entre un groupe ou un autre, une fluidité qui leur était spécifique. L'exemple d'Irma Miko est frappant par son attachement mouvant de la culture allemande à la culture romaine ou hongroise, selon les milieux qui furent successivement les siens. Irma Miko était née en Bucovine, de parents assimilés, citoyens de l'Empire austro-hongrois dont la langue était l'allemand, mais qui maintenaient leur attache culturelle à la judéité de leurs racines. Ce lien autrichien ne se délita pas, alors même que la région devenait romaine après la Première Guerre mondiale. Militante communiste de la première heure, Irma Miko épousa en premières noces un autre militant communiste, Grisha Rothstein. Arrivé à Paris sur ordre du parti en octobre 1937, c'est avec la section roumaine de la Moy que le jeune couple établit le contact. Son mari ne parlait pas l'allemand, écrit-elle pour expliquer le renforcement de son identité roumaine. Son second mari, Julien Miko, un Roumain non juif mais issu de la minorité hongroise, élargit le champ identitaire dans lequel elle évolua à l'Est, et dans le cadre de la Moy, où elle devint permanente à partir de décembre 1941, on lui confia la responsabilité de la technique qui fournissait des faux papiers à tous les groupes de langue. Pour cela, elle était en relation avec un groupe de juifs polonais. Enfin, en août 1942, elle fut affectée au travail allemand et assuma la responsabilité dans la région parisienne d'un groupe d'une quinzaine de femmes, toutes juives à l'exception d'une seule, et quasiment toutes de culture allemande et en majorité d'origine autrichienne. Son identité à géographie variable est l'une des caractéristiques frappantes de son itinéraire dans la résistance, et on la retrouve dans le parcours de nombreux juifs de la Moy. Le Parti communiste put en tirer un avantage sans pareil grâce à une structure qui combinait centralisation décisionnelle et spécialisation du rôle attribué à chaque secteur de la population pour optimiser les tâches de recrutement et utiliser au mieux les compétences militantes de chaque secteur, organisation de femmes, de jeunes et organisation d'immigrés. À ces identités qui, combinées, créaient une communauté transnationale, il faut évidemment ajouter l'identité communiste, qui plongeait parfois ses racines dans un militantisme familial, s'était aiguisé au gré de séjours en prison dans le pays d'origine, voire Boris Alban, avait provoqué leur expulsion d'ailleurs, voire Joseph Epstein, ou qui venait compléter l'école laïque et républicaine, voire Henri Krasuki. Le communisme leur collait à la peau. Ils étaient les soldats du parti, lequel décidait de leur affectation, créait les hiérarchies décisionnelles, choisissait les mots d'ordre, enjoignait les internés juifs à rester avec les masses dans les camps ou à s'évader, ou obligeait Stéphane à mettre son enfant en nourrice pour qu'elle puisse se consacrer aux tâches qui lui avaient été assignées. Ils en étaient des soldats disciplinés, même s'il leur arrivait parfois de se trouver en porte-à-faux avec les décisions prises. Ces facettes identitaires se combinaient selon différentes formules spécifiques aux Juifs dont le seul pays d'attache officiel était la France. La porosité entre les groupes de résistants juifs issus de l'immigration ne se limitait pas aux groupes de langue de la Moy. Prenons le cas de Charles Lederman. Français,
mais né à Varsovie 3 mois avant son arrivée dans l'Hexagone. Une adhésion précoce aux jeunesses communistes, puis au parti, après de brillantes études de droit, la collaboration avec Michel Rolnikas et Antoine Hadj au cabinet de Georges Picard, un travail suivi avec la Ligue des droits de l'homme, Charles Lederman, comme l'écrit Zoé Grimberg, avait un fort ancrage dans les structures militantes et politiques françaises. Pourtant, les liens tissés avant-guerre, ses relations familiales, ainsi que les aléas de ses premières rencontres après son évasion d'Allemagne, le rapprocheront des organisations juives. À Lyon, il retrouvait son ami Raya Garel et le frère de cette dernière, Georges. Il y rencontra par hasard, je cite, quelques hommes et femmes des juifs engagés de longue date dans l'action sociale avec l'OSE. Car parmi ses connaissances d'avant-guerre, il y avait Joseph Milner, le secrétaire général de l'OSE France, et grâce à lui, Lederman représenta ce qu'il qualifie dans son journal, et je remercie Claudie ici présente de m'avoir permis de le consulter, de véritable international de l'aide à l'enfance dans le camp de Rivesaltes, où il fut le premier résident volontaire avant d'ouvrir à Lyon un bureau de l'OSE. Il y croisa, toujours par hasard, un avocat parisien, membre du parti, qui l'informa de la présence de Jacques Farber, membre du secrétariat pour la zone sud du groupe juif de la Moye. Farber fut, et je le cite à nouveau, son premier contact avec les milieux juifs communistes en France. Au milieu des militants de la Moye, écrit Lederman, j'avais retrouvé mon Paris, écrit-il. Grâce à ces liens relationnels nés d'une origine commune, Lederman renouait ainsi, et je le cite encore, lui, il assimilait des faubourgs nés à Varsovie avec les racines d'une culture dont il ne s'était pas imaginé si fortement imprégné. Sans rien abandonner de son militantisme communiste, il se trouva au cœur de l'action de sauvetage des enfants organisée par l'OSE, en même temps qu'il fut l'un des cofondateurs des organisations juives communistes de la zone sud liées à la Moye, notamment de l'UJRE et du Mouvement national contre le racisme, le MNCR. Il participa au sauvetage de 108 enfants de la caserne désaffectée de Vénissieux, transformée en lieu de criblage des Juifs à déporter grâce à l'abbé Glasberg qui lui fournit une couverture. Et la réussite de cette action l'amena à se présenter devant Monseigneur Saliège, l'archevêque de Toulouse, le 15 août 1942. Il lui dressa un tableau de la situation des Juifs avant d'ajouter « Nous attendons de vous que vous fassiez connaître tout cela à l'opinion publique, que vous appeliez les chrétiens à aider les persécutés. » Après s'être assuré de la fiabilité de ce tableau, Monseigneur Saliège lui fit savoir qu'il allait faire lire en chair une lettre pastorale le dimanche suivant dans les églises de son diocèse. Fort de cette information, Lederman dépêcha partout des représentants pour donner un maximum d'écho à l'intervention de l'archevêque. La lettre de Monseigneur Saliège qui proclamait avec force « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux », eut un impact exceptionnel, notamment en adoubant l'indignation d'une grande partie de la population face à la brutalité des RAF. Cet adoubement favorisa le développement du MNCR qui, sous une direction juive communiste, s'était donné pour objectif de rassembler juifs et non-juifs dans la lutte contre l'antisémitisme, pour dénoncer les crimes commis par les Allemands et les autorités de Vichy, et pour aider par tous les moyens celles et ceux qui en étaient les victimes. Charles Lederman en assuma la direction sur le plan national. Lederman avait impliqué son futur beau-frère, Georges Garel, dans l'opération de Vénissieux. Là, ce dernier rencontra le docteur Joseph Weil, qui lui proposa alors de créer un réseau clandestin de sauvetage des enfants juifs. Contraint de quitter Lyon et le bureau de l'OSE, Lederman assura la liaison du secteur juif entre le Nord et le Sud, pilota les groupes armés de Toulouse et contribua au recrutement de la 35e brigade de la Moye. Il y fut, selon ses propres termes, une sorte de commissaire politique. En zone nord, il était en contact tant avec Suzanne Spack, qui œuvrait au sein du MNCR au sauvetage des enfants, qu'avec Édouard Kowalski, un responsable national de la Moye. Dans le secteur juif, on l'appelait Émile. À Toulouse, il était Paul. À Paris, pour le MNCR, Christian Louvel. L'exemple de Charles Lederman témoigne donc d'une triple porosité entre les organisations générales du parti et la Moye, entre les différents secteurs de la résistance des Juifs, militaires, politiques, sauvetage, et enfin, entre les organisations juives et la société française.
Quelques mots rapides pour finir sur la presse clandestine publiée par les Juifs immigrés affiliés au parti. Tracts et journaux ont fait très vite leur apparition dans les rues de la capitale puis ailleurs. Tout au long de l'occupation, les actes de propagande sont restés les mêmes, alliant la reprise des thèmes développés dans la presse clandestine du parti à des sujets concernant la rue juive. Les titres se diversifièrent, reflet de la variété des publics auxquels ils étaient destinés. Au plus fort de cette activité, une vingtaine d'imprimeries fonctionnèrent entre Paris et Lyon, mais il y en avait aussi ailleurs. Je relèverai 3 points les concernant. Premièrement, aucune lueur d'empathie à l'égard des Juifs persécutés n'échappait à l'attention des rédacteurs. Durant le printemps 1942, avant même l'adoption de l'étoile jaune, 2 cahiers du témoignage chrétien étaient publiés, dont le second était spécifiquement consacré à une analyse en profondeur de l'antisémitisme, son historique, ses fonctions, sa version nazie, ses fonctions en France et ailleurs. Il qualifiait de complicité le silence qui entourait l'application des lois anti-juives, car silence il y avait. Par ailleurs, plusieurs lettres et tracts d'intellectuels juifs étaient diffusés en zone sud, dénonçant eux aussi ce silence et s'adressant à plusieurs secteurs de la société pour les implorer de le briser, sous peine d'être complices. À la même époque, en avril 1942, paraissait le premier numéro de J'accuse, journal de lutte contre le racisme. L'exergue choisi, Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice, Émile Zola, place ce journal dans le sillage de ses initiatives. J'accuse et Fraternité, qui parut en zone sud, étaient les organes du MNCR et connurent un développement impressionnant, mais surtout, le rôle qu'ils avaient choisi d'assumer leur permit d'occuper une place singulière. Les émissions de la BBC s'appuyaient en effet sur ces 2 journaux pour prouver la solidarité manifestée par la population française aux Juifs persécutés. Je cite, « C'est avec courage et dévouement que le peuple français a pris la défense des Israélites persécutés. » Cette phrase ouvrait une émission de la BBC. Puis, parmi les nombreux journaux clandestins qui s'éditent en France, il en est un, intitulé « J'accuse », qui porte en sous-titre « Organe du mouvement national contre le racisme ». Savait-on à Londres qui étaient les résistants qui s'abritaient derrière ce titre? Rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'un certain nombre d'exemplaires étaient arrivés à Londres et que les 2 organes du MNCR eurent les honneurs de l'antenne à plus d'une occasion. Ils étaient publiés par des juifs communistes immigrés, mais selon la BBC, leur existence même prouvait la solidarité des Français avec la population juive persécutée en France. L'ensemble de ces écrits, c'est le 2e point, qu'ils émanent du MNCR ou d'autres structures créées par la MOI, furent également les seuls à scruter avec attention le développement des mesures anti-juives en France. Un suivi minutieux de chacune des étapes de la persécution, parfois pas à pas, avec des précisions concrètes. Le matériau diffusé était d'une richesse incomparable et lorsque la situation évoluait très vite, une multitude de tracts remplaçaient les journaux, moins souples pour répondre à l'urgence, comme par exemple durant l'été 1942. Alors, ils étaient adressés au peuple de France, à nos frères français, aux Parisiens et Parisiennes, aux mamans, aux pères et mères de famille, aux concierges, aux catholiques de France, etc., etc., etc. Et 3e singularité enfin, qui deviendra remarquable lorsque l'ensemble de la presse clandestine, après l'été 1942, à partir de l'automne, retournera sur la voie de la discrétion et ne s'interrogera à aucun moment sur la destination des wagons de déportés, malgré les informations diffusées notamment par la BBC, les publications de la section juive de la MOI évoquèrent de plus en plus le sort qui les attendait. Dès le premier numéro du 1er avril 1942, J'accuse, la description des conditions qui prévalaient dans les camps de Drancy et de Compiègne, l'évocation des otages exécutés en représailles pour des attentats commis pendant qu'ils étaient au camp, était suivie de cette phrase, je cite, « Et les déportations vers l'Est commencent ». Des points de suspension laissaient imaginer le pire. Puis J'accuse d'octobre 1942 lança l'information. Les nouvelles qui nous parviennent, en dépit du silence de la presse vendue, annoncent que des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants juifs déportés de France ont été ou bien brûlés vifs dans des wagons plombés, ou bien asphyxiés pour expérimenter un nouveau gaz toxique.
Pourquoi, donc, demandons-nous, aucune lettre n'est-elle parvenue de ces déportés? Pourquoi ne nomme-t-on pas leur lieu de séjour? L'idée selon laquelle la déportation signifiait une mort quasi certaine ne quittera plus les publications des communistes juifs. Des informations sur un massacre systématique des juifs déportés s'accumulèrent dès lors en crescendo. Si le ton était emphatique, comme dans toute propagande, la plupart des informations s'appuyaient explicitement sur une source qui avait pour fonction d'en confirmer la fiabilité, soviétique souvent, polonaise parfois, ou déclaration de l'un des dirigeants alliés, remplacée au fil du mois par le recours à des témoignages oculaires. L'abattoir de Pologne fut régulièrement évoqué à partir de l'automne 1942. Alors certes, le terme d'extermination était appliqué de façon large, et les amalgames ne manquaient pas qui assimilaient le sort des ouvriers du STO à celui des Juifs. Mais dans bien des cas, la présentation des divers articles démentait cet amalgame. Si J'accuse de juin 1943 écrivait « On excite contre les Juifs et c'est la France qui paie », c'est bien, l'extermination totale de 4 millions de Juifs en Pologne qui faisait les gros titres de ce même numéro, jusqu'à se risquer à une singularisation discrète, comme dans Droit et liberté de février 1944, et je cite « Nos souffrances ne sont qu'un fragment des souffrances subies par la nation entière, et la part qui nous est faite est hors de proportion avec l'importance de la communauté juive dans la vie nationale. Entre les ennemis et nous, une guerre sans merci est engagée. Elle nous est faite non parce que nous sommes des plutocrates ou des marxistes, des francs-maçons ou des judéo-bolchevistes, mais uniquement parce que nous sommes des juifs. Et redisons-le, ces publications furent les seules à se pencher sur le sort des juifs déportés et à le dénoncer. Il eut fallu une journée entière pour détailler les opérations militaires effectuées par les groupes FTP-MOI, décrire le travail des femmes juives autrichiennes et allemandes au sein du TA, ou les actions de sauvetage, notamment d'enfants, décliner l'itinéraire de moult militants dont un grand nombre fut arrêté et fusillé ou exterminé dans les camps de l'Est, expliquer ce qu'il en coûtait lorsqu'on était juif étranger et qu'on était arrêté pour activité communiste, ou les trésors d'invention dont firent preuve les organisations non communistes pour organiser le sauvetage des enfants juifs. Pour ma plus grande frustration, je ne peux pas aller au-delà de cette évocation de tête de chapitre. Mais ce milieu transnational et profondément français a joué un rôle essentiel dans la résistance en France. Je vous remercie.